Bienvenue à Hockey le magazine. Jasmin, cette semaine, qu'est-ce que tu as pour nous? Une entrevue avec un défenseur des Estacades de Trois-Rivières, Tristan Luneau, défenseur dont on parle beaucoup depuis 2 ans. Absolument. Le meilleur espoir probablement cette saison au Québec au niveau Midget 3. On l'a rencontré au Saguenay il y a quelques semaines. On présente ça dans quelques minutes. Toi, de ton côté, d'entrevue avec Sylvain Guimont? Oui, toujours dans la même dynamique. Relation entre les parents et les entraîneurs en termes de communication, ce qui n'est pas toujours évident. En plus, des séquences de jeu sur le mouvement offensif, comment en créer en zone adverse. Hockey le magazine, c'est parti. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor passe à l'action. Tristan, cette année, c'est une grosse année pour toi. Tu as 15 ans, tu joues avec les Estacades pour une 2e saison de suite. On va en reparler un peu après, mais comment ça se passe jusqu'à maintenant, ta saison de 15 ans, cette grosse année? Oui, ça se passe très bien. L'année passée, il a fallu qu'il y ait une petite période d'adaptation, mais cette année, vu que j'ai eu la chance de jouer l'année passée, ça se passe très bien. Justement, tu en parles un peu de l'année dernière. Tu as joué à 14 ans au niveau Midget 3A, ce qui est quand même un cas exceptionnel. On en voit de temps en temps, mais c'est plutôt rare quand même. Comment ça s'était passé pour toi l'an dernier en général? Bien, c'est sûr qu'il y a eu une petite période d'adaptation. C'est très différent du bantam. Il y a une grosse coche, mais ça m'a pris pas beaucoup de games à m'adapter, puis ça a bien été. Oui, c'est pas quelque chose qu'on aime faire là, chez nous aux Estacades, des surclassements comme ça, mais il s'est présenté au camp, avait été le meilleur joueur bantam l'année précédente. Puis il a taillé sa place, puis en s'assoyant avec sa famille, son agent, ainsi de suite, je pense que c'était la bonne décision pour tout le monde. Puis on le regrette pas parce que son développement a montré que ça a été une bonne décision. On le voit quand même, tu as déjà le physique quand même de l'emploi un peu. Je suppose que déjà l'an dernier, ça devait être un peu un avantage, au moins pour toi, d'arriver puis d'avoir déjà le sentiment que tu as le physique pour jouer avec ce niveau-là. Oui, c'est sûr. Ça a été un des points qui a fait mon choix l'année passée de jouer Midget 3 un an en avance. J'avais déjà le physique, donc j'avais pas peur de me blesser avec des plus vieux. On en parle souvent de ces joueurs de 14 ans qui jouent Midget 3A. Parfois, ça a fonctionné, parfois, ça a moins fonctionné. Est-ce que tu y as réfléchi vraiment à si tu voulais jouer tout de suite Midget 3A ou si tu avais envie de dominer une saison de plus au niveau où tu étais rendu? Est-ce que ça a été une option ou vraiment tu voulais jouer Midget 3 le plus vite possible? Non, j'ai longuement pensé. Ça a été jusqu'au dernier moment que j'ai fait ma décision. Mais ouais, justement, au niveau des blessures, là, je voulais pas ralentir ma saison justement à cause des blessures. Donc, j'ai longuement pensé. Justement, est-ce que ça a été la bonne décision finalement? Oui, ça a vraiment été la bonne décision. J'ai connu une très bonne saison l'année passée. Je te présentais un peu en début d'entrevue comme un des meilleurs défenseurs au Québec. Parle-moi un peu du défenseur que tu es, selon toi, pour les gens qui t'ont jamais vu jouer jusqu'à maintenant et qui vont te voir sûrement dans les prochaines années. Bien, c'est sûr qu'ils vont remarquer que je suis un défenseur qui est très offensif. Mais j'essaie dernièrement d'améliorer mon côté défensif de ma game. C'est un joueur d'exception sans aucun doute. Un joueur quand même avec un bon gabarit, 6 pieds passés, solide physiquement, offensif, donc avec des habiletés incroyables. Puis surtout, une bonne personne à l'école, hors glace, fait les sacrifices qu'il faut, se couche tôt. Donc il n'y a pas de vice caché. Tristan Luneau, c'est vraiment un professionnel. Il y a un fait au Québec qu'on remarque depuis quelques années, les défenseurs, il y en a de plus en plus. Après plusieurs années où il n'y en avait pas beaucoup des bons défenseurs nécessairement au Québec. Toi, comment ça a été ton contact avec cette position-là de défenseur? Est-ce que quand tu étais jeune, tu jouais attaquant puis tu étais allé plus vers la défense ensuite? Comment ça s'est fait? Non, en fait, j'ai tout le temps refusé de jouer à l'attaque. J'ai tout le temps voulu être un défenseur. C'est quand même bizarre que je sois un défenseur offensif, mais... non, ça s'est passé comme ça. Le contact, justement, avec ces défenseurs offensifs-là, on dirait qu'il y en a de plus en plus. Il y a des modèles dans les dernières années, comme Samuel Girard, par exemple, qui est, je pense, le même genre de modèle de défenseur que toi, un petit peu plus petit, pas le même gabarit, mais aussi offensif. C'est vraiment ça, peut-être le nouveau modèle de défenseur qu'on a maintenant en 2019? Oui, bien, la game a changé. C'est une game qui est plus rapide, donc besoin de plus de défenseurs qui est impliqués dans l'attaque, c'est sûr. Tristan a un bon entourage, il a des bons parents, je sais qu'il y a un bon agent aussi, donc je pense que ce côté-là, il est géré plus du côté de la maison. Nous, Tristan il est dans le moment présent, il se présente à l'aréna, il joue au hockey, il s'amuse. C'est un gars de 15 ans avec ses chums, dans le fond, puis on veut que ça reste comme ça aussi, là. Donc je pense que Tristan est bien entouré à la maison, puis quand il se présente à l'aréna, on le sent vraiment avec nous, puis c'est ce qui fait de lui un athlète exceptionnel.
d'ici à la fin de la saison, comment tu entrevois cette fin de saison-là et tes objectifs? Bien, je vais me préparer au maximum pour arriver au prochain niveau. Puis ensuite, je dois faire un choix d'où que je vais aller jouer l'année prochaine. Est-ce que tu y penses déjà un peu à ce choix-là? Est-ce que tu veux te concentrer sur ta saison ou tu commences déjà à avoir des idées un peu vers quoi on s'en va? Non, en ce moment, je me concentre vraiment sur ma saison. Puis vers la fin de la saison, c'est là que je vais plus penser à mon avenir. Bonne chance. Merci beaucoup, Tristan. Merci beaucoup à toi. À notre question de la semaine, on parle cette semaine de Marc-André Fleury qui, d'année en 2003, a été repêché au premier rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey par les Penguins de Pittsburgh. Parle-moi un peu de comment c'est un fait d'armes incroyable d'être repêché au premier rang. Des gardiens en première ronde, on n'en voit presque plus, alors imagine au premier rang. Mais déjà, au départ, je veux dire une chose à propos de Marc-André Fleury. Moi, j'étais directeur général pour les Screaming Eagles du Cap-Breton. Et mon dépisteur-chef, qui était à la rue de l'époque, me dit j'ai trouvé un très bon gardien pour notre équipe. On devrait le repêcher, il est bantam. Alors, je lui dis, il a besoin d'être bon s'il est bantam. Pour lui faire passer le niveau midget. Il me dit, non, écoute, il va jouer junior majeur, il a 15 ans, on devrait le repêcher, etc. Alors, il a commencé sa carrière chez les midgets, il a joué 1 an et il s'est retrouvé avec Cap-Breton, son nom, Marc-André Fleury. Alors, aujourd'hui, je vois ce bonhomme-là, la carrière qu'il a, c'est exceptionnel. Et malheureusement, il n'y a pas assez de gardiens qui sont choisis en première ronde. Par la suite, tout le monde cherche des gardiens, mais le gardien a de l'impact sur le résultat du match. On se demande cette semaine combien de gardiens avaient été repêchés au premier rang du repêchage des nationales avant Marc-André Fleury. Est-ce qu'il y en a eu 2? Est-ce qu'il y en a eu 1? Ou est-ce qu'il n'y en a eu aucun? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause combien de gardiens de but avant Marc-André Fleury en 2003 avaient été repêchés au premier rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey. La réponse est A. Il y a eu 2 gardiens avant Marc-André Fleury, Michel Place et Rick DiPietro. Et d'année, Rick DiPietro, c'en était un autre dont on disait tellement bien à l'époque et qui, malheureusement, comparé à Marc-André Fleury, a eu une carrière parsemée de difficultés. Oui, et aux prises avec les blessures, mais je pense que on a été un peu biaisé dans le choix de DiPietro parce que c'est un joueur local. On voulait vraiment avoir une vedette locale et c'est un Américain, joue dans un marché très fort. Et moi, je pense que ça a un peu changé la donne. Dans le cas de Marc-André, c'est complètement autre chose. Capsule numéro 3, bienvenue à tout le monde. On parlait avant d'être en onde avec vous, là, on parlait, Sylvain et moi, de comment c'est important le lien de confiance. Quand tu veux établir quelque chose, n'importe quel succès, des fois on parle de l'esprit d'équipe, la bonne atmosphère, que ce soit au travail, ça passe toujours par un lien de confiance. Comment ça se bâtit, ça? Le lien de confiance, premièrement, c'est que je dois être moi-même. Ce qu'on veut, l'authenticité. Donc, la vulnérabilité et le lien de confiance. Lorsque je parle, je n'ai pas besoin de montrer autre chose de ce que je suis. Et ce que je veux que je sois avec soit un joueur ou soit un parent, je veux créer un lien de confiance, je leur permets à eux aussi d'être eux-mêmes. On n'a pas besoin de jouer de rôle. On est juste nous-mêmes. Lorsque quelqu'un permet à quelqu'un d'autre d'être lui-même, c'est une grande générosité. C'est la plus grande des générosités. Ouais. Je te dis, je vais t'apprécier, puis je vais t'aimer tel que tu es. Donc, tu peux me livrer ce que tu es, puis à travers ce que tu es vraiment à 100 toi-même, moi, je vais te faire confiance, tu vas me faire confiance. Et ce qu'on cherche tous les deux, c'est créer cette relation-là. Et cette relation-là, elle est créée dans la confiance. Mais la confiance, ça se donne à 100 ouais. Ça se donne pas à moitié. Je peux pas dire à quelqu'un « Oh, j'ai confiance à toi à 50 On la donne à 100 c'est un engagement total. Et s'il y a une erreur qui est faite d'une part ou d'autre, c'est de regarder ce qui a été fait, puis pourquoi ça a brisé ce lien de confiance-là, et revenir sur le fait en tant que tel, puis dire « Je m'excuse, je te demande pardon, je pense que mes paroles ont dépassé ma pensée, c'est peut-être pas la façon dont j'aurais dû agir en ce moment », et de rétablir ce lien de confiance ensemble. Tout à l'heure, tu parlais dans une autre capsule, tu as parlé de célébrer les succès. Oui. Puis aussi les identifier clairement, parce que moi, je pense que dans le lien de confiance, puis c'est là-dessus que je veux t'entendre, est-ce qu'on peut se servir de notre succès ou même d'une situation qui n'a pas bien été pour bâtir ce lien-là en supportant la personne qu'on est en train de coacher? Là? Ça, c'est important. Si quelqu'un a commis une erreur, c'est pas... L'erreur, c'est pas la personne, c'est ce qu'il a fait. Donc, il y a une erreur, mais c'est pas... Juge ton action, pas toi. Son action et non pas toi. Donc, si quelqu'un peut avoir fait une imbécilité, mais il n'est pas imbécile pour autant. Ça, c'est le premier point. En fait, être, c'est seulement le verbe être, et faire, c'est autre chose. L'autre point, lorsqu'une erreur est commise, c'est une erreur qu'on a commise. C'est nous ensemble. Ouais. Donc, quand je vais reprendre, je vais dire,
on a fait une erreur là. Toi, comment tu crois qu'on devrait corriger cette erreur-là? Qu'est-ce qu'on devrait refaire différemment? Et là, je redonne la dignité à mon joueur en lui disant, explique-moi comment tu le verrais. Oui. Et Valider. Là, le valider, puis dire, tu vois, tu savais comment faire. Ouais. C'est arrivé, on l'a échappé, c'est pas grave, on l'a échappé, on va se reprendre. Parce que ça, c'est une chose que les entraîneurs ne font pas souvent, puis on doit se conditionner, moi, le premier, là, tu sais, je veux dire, d'apprendre à poser des questions pour valider si les jeunes ont bien compris ce qu'on est en train d'expliquer. S'ils ont bien compris, puis en même temps, lorsqu'ils le font, puis ils te le disent, ça renforce leur estime d'eux-mêmes. Oui. Parce que là, ils n'ont pas été seulement corrigés, ils se sont corrigés eux-mêmes à travers mon aide, bien sûr. Parce que être un vrai bon leader, c'est qu'on aide la personne à évoluer, à être elle-même plus sans que ça paraisse. C'est comme si on était un coach invisible. On l'entend, mais on le voit pas. Exactement. C'est merveilleux. Mais on peut Non, aider quelqu'un à trouver la bonne réponse et en lui disant Ouais. je savais que tu la trouverais, ta réponse, parce que j'avais confiance en toi. Puis cette confiance-là n'est pas ébranlée. J'ai toujours confiance en toi, même si on a manqué de notre coup à soi ici. Je suis certain qu'ensemble, on va se reprendre et ça va bien aller. C'est dans l'adversité qu'on l'a bâti, la confiance. Exactement. Et vous voulez en savoir plus, vous allez sur, bien sûr, rds.ca-play 360. Puis moi, c'est quoi? Je pense que je vais aller l'acheter, ce livre-là. Ah, c'est un bon truc, ça. Le coach invisible. Je vais te le laisser. Je vais te le donner. Je vais même te le signer. Genre, j'aimerais ça. Jean-François Bérubé des Flyers de Philadelphie pour regarder Hockey le magazine à RDS. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour, Éric. Aujourd'hui, tu nous présentes un patin Bauer, un Vapor, mais un 2X. Exactement. Au début de la saison, on a parlé de patins un petit peu plus haut de gamme qui étaient beaucoup plus chers. OK. Donc, cette semaine, je voulais emmener des patins qui sont un petit peu moins dispendieux, qui offrent beaucoup de performance. Donc, le 2X, qui est un patin considéré haut de gamme, est inspiré d'une construction du patin Vapor 1X il y a quelques années. Donc, c'est comme un patin haut de gamme d'il y a 2 ans, mais à un prix beaucoup inférieur, qui offre des performances très intéressanses. Tu sais, souvent, les patins, c'est un peu comme les voitures. On dit, on regarde, oui, la bottine, c'est important, mais on regarde la qualité de la lame, l'assise, comment que le bâtin est bâti. Ça, c'est quand même une bonne qualité de lame, c'est la LS3. Exactement. La LS3, c'est un modèle qui est très populaire chez les pros dans la NHL, dans la Ligue américaine. Ouais. Elle est un petit peu plus haute, puis il y a beaucoup de bites, comme on peut dire, beaucoup de mordant, de l'adhésion sur la patinoire. Ouais. C'est une excellente lame qui vient seulement avec ce patin-là. Alors, Éric, le deuxième patin que tu nous proposes, c'est un CCM Jet Speed. Et d'entrée de jeu, je te dirais que j'ai été un peu interpellé par ce qu'il y a derrière, ainsi que le petit trou ici qui semble être une vis. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Cette année, CCM a introduit des lames, un porte-à-lame que tu peux enlever la lame très rapidement, un petit peu comme ce que Bauer depuis de quelques années. Oui, on commence à faire. Des vis, ça prend 5-6 secondes, tu retires la lame, tu la remplaces, puis tu ne manques pas de présence sur la glace, mais évidemment, ça te prend un deuxième set de lames dans ton sac qui est prêt à être utilisé. OK, bien là, j'imagine que les jeunes maintenant, quand ils viennent faire affûter leur patin, bien, ils amènent leur deuxième ou troisième set de lames, puis ils ont une petite place pour ranger ça. C'est exactement une petite pochette. Oui, puis c'est des choses qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Oui, ça prend moins d'1 minute de changer les 2 lames sur chaque patin. OK. Et ce patin-là, je regardais aussi en dessous, je voyais un trou en plein centre de... C'est aération? C'est aération, c'est une construction unique à CCM. Donc celui-là, c'est le FT 490, qui est un patin pas haut de gamme, mais mi-gamme, qui est aussi une bottine un morceau en composite. OK. Donc, le petit trou que tu vois en dessous, c'est pour l'aération de la bottine. Tu enlèves tes semelles, tu fais bien aérer, comme ça, il sèche bien. Écoute, Éric, ça, c'est le FT2 de CCM, puis moi, c'est 8,5 si jamais tu veux m'en donner une paire, là. Parce que ça, c'est moulé, là, c'est fait... C'est exactement, c'est fait sur mesure à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans l'usine de CCM. Donc, la même usine que Sidney Crosby ou Connie McDavid fait faire ses patins. Pas sûr que je suis dans la même catégorie, c'est que moi... Je n'ai aucun doute, tu fais partie de cette catégorie-là. Bien, écoute, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que le cosmétique de ce patin-là est absolument fantastique. Premièrement, la rigidité, je suis impressionné par la texture des patins. Écoute, c'est vraiment...
Les gens, là, j'essaie de trouver... C'est comme une bottine de ski, vraiment, là. C'est très près d'une bottine de ski, effectivement. Les côtés sont quand même assez raides, mais la langue, tu peux choisir ta langue sur ce patin-là, donc fait sur mesure. Donc, le point de flexion avant peut varier selon qu'est-ce que tu choisis. Comme celle-ci, ça semble un détail anodin, mais elle est noire à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une texture différente pour l'espèce de feutrine qui a été choisie? Oui, tu peux choisir feutre plus épais, plus mince, ou puis il y a trois différentes sortes de langues que tu peux choisir sur ton patin fait sur mesure. Puis une chose que j'ai remarqué sur ce patin-là, aussi sur la langue, c'est qu'il y a une protection. Tu sais, avant, on avait des langues de patins, c'était mou, là. Tu sais, je veux dire, il n'y avait aucune protection là-dessus. Maintenant, les joueurs bloquent des tirs, les joueurs se placent dans les lignes de tir, des lignes de passe. Donc ça, on le voit très clairement ici, là, que c'est remouru. Il y a un plastique à l'intérieur de la langue. Je te garantis pas que ça fera pas mal. Non. Par contre, tu vas sentir beaucoup moins qu'avant. Oui, mais c'est sûr que si c'est Weber qui lance... Ah, ben là, ça va faire mal, c'est sûr que ça va faire mal, oui. Merci, Eric. Hey, la semaine prochaine, on se parle d'accessoires de patin. Si ça te dérange pas. Pas de problème. OK. Bonjour, ici Mathieu Darche. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Bonjour Mathieu, cette semaine, tu nous parles d'un mouvement offensif et comment générer de l'attaque en zone adverse. Exactement. On va utiliser, comme on appelle dans le hockey, le F3, où est-ce qu'il va être positionné pour étirer la défensive en zone adverse et aussi protéger si on échappe la rondelle. Parfait, on vous regarde travailler. Je sais que vous allez nous parler de deux techniques différentes. Exactement. On va s'installer ici. Vous allez être face à moi dans le coin. Deux choses. Soit vous êtes face à moi, 3 points d'appui, genoux fléchis pour recevoir la rondelle, tourner et tirer. Ou vous êtes face au gardien de but, la palette en avant, réceptionne et tire par la suite. Suis ton retour, attaque le filet. On est prêt? Deuxième. Tourne sur ta rondelle, tire, suis ton retour. Suis ton retour. Fais face au filet, parfait. Fait que bâton en avant, reçois, tire. Première constatation, Mathieu, ça me semblait que ça prenait un peu de temps pour décocher. Je ne sais pas si c'est moi ou il y a un élément technique qui n'est pas maîtrisé complètement. Oui, l'élément technique qui est simple, c'est simplement la position de ton bâton. Si tu viens sur ta jambe avant pour recevoir la rondelle, bien, tu vas pouvoir faire un transfert de poids au même moment. OK. Qu'est-ce qui va te permettre après ça de pouvoir transférer vers l'avant pour aller générer le plus de puissance possible. C'est pour ça que les gars prenaient peut-être des fois une fraction de seconde de plus ou encore une enjambée de plus avant de partir vers leur retour de lancer. Exactement. C'est juste une question mécanique. Recevoir en transférant son poids, on sauve une étape, on peut prendre un bon lancer. Messieurs, à vous. Transfert vers l'avant. 3 points d'appui, bâton devant. Recevoir, tire. Oui. Rapide, rapide. Exécution rapide. A beaucoup mieux exécuté sur la dernière séquence, numéro 3. Donc là, on sent que les joueurs commencent à maîtriser la notion de transfert de poids d'une jambe à l'autre, ce qui fait que les tirs sont décochés plus rapidement, mais surtout, on est sur la bonne jambe pour tout de suite pousser et aller vers la rondelle libre. Alors, c'est vraiment important ce que Mathieu a expliqué tout à l'heure pour les jeunes, afin justement de bien transférer le poids et d'éliminer une étape pour être le plus vite possible en mouvement pour décocher le tir.
Alors, Mathieu, maintenant, on passe à l'autre étape, c'est-à-dire que là, on va demander au joueur qui est en haut de la zone de se rendre disponible, mais il va être en mouvement. Souvent, il ne part pas nécessairement, il n'est pas statique au centre, il part d'une situation de coin de patinoire ou le long de la rampe. Exactement. On est sur une bataille sur le bord de la rampe, on fait une passe, on attaque l'espace libre, on se découvre, on peut récupérer une rondelle, prendre un lancer. Fait qu'on va faire le même exercice, la seule chose, on va rajouter du mouvement. On va demander au joueur de venir passer la rondelle dans le triangle, de refaire la passe, hop, reçoit et tire rapidement, finit au filet. 3 points d'appui, réceptionne, tire rapidement. Oui. Juste vous souvenir, messieurs, qu'à tout moment, lorsque vous allez vers le filet, vous allez vers la rondelle. C'est votre rondelle. Donc, vous foncez, il y a un retour de lancer, allez toucher à votre rondelle avant de revenir. Comme ça, en situation de match, lorsque la situation va se présenter, vous allez être attiré par la rondelle et c'est super important pour les attaquants de compléter vos jeux en allant vers votre propre rondelle. Et si ce n'est pas devant le filet, c'est dans le coin de patinoire de récupérer vos propres retours de lancer. D'accord? On reprend ça, super important. Go. Go. On essaie de remonter plus haut. Plus haut, il faut aller chercher le dessus du cercle. Allez chercher le dessus du cercle. Donc, à retenir pour cette séquence en particulier, n'oubliez jamais d'impliquer vos gardiens de but. Donc, gardien, des déplacements latéraux, toujours suivre la rondelle. Comme les joueurs, il doit lui aussi suivre les retours de lancer, comme en situation de match. Puis les joueurs d'avant, c'est important, c'est d'avoir la bonne position de base. 3 points d'appui, genoux fléchis, prêt à réceptionner la rondelle, prendre un lancer rapidement. Puis quand on le fait en mouvement, c'est la même chose. Trouver l'espace libre. Trop souvent, on va faire l'exercice, on va se ramasser vers le filet au lieu d'aller chercher l'espace libre qu'on avait trouvé quand on a créé de l'offensive, qui est à peu près au-dessus du cercle ici. Vous voulez en savoir plus? Joignez-nous sur rds.ca/play 360. Alors, Jasmin, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu as pour nous? Une entrevue avec Éric Bélanger, entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis cette saison au niveau Midget 3A, qui a eu une grande carrière dans la Ligue nationale de hockey et qui a maintenant un nouveau chapitre dans sa carrière à nous parler. Super intéressant. Et de mon côté, je vous propose comment entretenir ces patins. Il y a des petites pièces d'équipement qu'on peut ajouter qui optimisent la performance de ceux-ci. À ne pas manquer. Hockey le magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action.